Ils n'ont pas dit « on t'enferme ». Ils ont dit « tu seras en sécurité ici ». C'est ça, la trahison, ça ne porte jamais le bon nom. Ça arrive déguisé en amour, en sollicitude, en « c'est pour ton bien ». Je n'ai pas hurlé quand ils m'ont pris mes clés. Je n'ai pas supplié quand ils ont vidé mon sac à main et posé mon téléphone sur la table de l'entrée, comme si c'était un objet dangereux. Je suis juste resté planté dans le hall de l'EHPAD Les Rosiers, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Mon fils, Thomas, m'a embrassé sur la joue et m'a dit « c'est temporaire, maman. Juste le temps de s'assurer que tu vas bien. » Puis il est parti. J'ai attendu 10 minutes. 15. 25. Ensuite je me suis tourné vers la jeune femme derrière le comptoir en rouge à lèvres bien rouges, badge d'infirmière où il y avait écrit Sandrine et j'ai demandé quand on allait me laisser sortir. Elle avait l'air sincèrement surprise. « Mais, vous êtes admise, madame le maire. Vous êtes résidente à temps complet. » Je n'ai rien signé, j'ai dit, même si ma voix tremblait. Sandrine m'a offert un sourire patient, le genre de sourire qu'on donne à quelqu'un qu'on considère déjà comme un dossier. « Votre fils a signé. Il a une habilitation, enfin, une procuration et un mandat, tout est dans votre dossier. » Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Ils m'ont emmené en chambre 213. Je m'en souviens parce que la porte était écaillée et que la poignée coinçait. Le lit était tiré au carré, trop serré, trop serré, que les hôpitaux et les maisons de retraite adorent. L'armoire était à moitié vide, mes vêtements, mais pas tous. Sur le rebord de la fenêtre, un cadre avec la photo de mon mari, Henri, posé là bien sagement. Un détail pour que ça fasse, comme à la maison. Sauf que ce n'était pas chez moi. Chez moi, c'était le 117 allée des Hortensias, le petit pavillon jaune pâle avec la balancelle qui grince sur la véranda et les hortensias que je taille chaque été depuis 1984. Chez moi, c'était ma chaise de cuisine, la deuxième en partant du bout, avec le coussin usé. Chez moi, c'était la maison que j'avais achetée avec Henri, payée à force de budget au Leclerc, de bouts de ficelle et de poignées abîmées à force d'avoir été serveuse en brasserie jusqu'à mes 50 ans passés. Chez moi, c'était fini. Comme ça. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Toutes les 30 minutes, quelqu'un traînait des pantoufles devant ma porte. Je ne connaissais pas leur nom. Je n'avais pas envie de les connaître. Je ne restais pas. C'était une erreur. Un malentendu. Le lendemain matin, j'ai demandé à l'aide-soignante quand je pourrais parler à quelqu'un de « responsable ». Le directeur est là le mercredi, elle m'a répondu. On était lundi. Je voudrais appeler mon fils. Elle a regardé son classeur, a fait défiler des lignes comme si j'étais un tableau Excel, puis a dit « pas de droit d'appel indiqué dans votre projet d'accompagnement ». Mon projet d'accompagnement. J'ai eu envie de rire, ou de hurler, ou de faire les deux à la fois, mais je me suis assise au bord du lit et j'ai croisé mes mains. Quand tu as élevé un homme capable de sourire en plaçant sa propre mère en EHPAD, tu apprends vite que le bruit ne te sert à rien. 3 jours ont passé. Aucun appel. Aucune visite. Sandrine m'a apporté un gilet bleu provenant de mon ancienne maison. Elle a dit, Thomas a vidé l'armoire et il a envoyé ce qu'il n'avait pas envie de jeter. Jeter. J'ai ouvert le sac, une robe, un foulard, et mon manteau d'hiver. Celui dont la poche ne fermait jamais correctement. Ce manteau-là était plus vieux que le mariage de Thomas. Vous avez de la chance, m'a dit une femme dans la salle à manger. Elle s'appelait Huguette. Elle avait 90 ans et voyait à moitié. Au moins, votre famille vient vous voir. La mienne m'a laissé ici il y a 5 ans et ils sont partis s'installer dans le Var. Depuis, j'ai droit à une carte postale à Noël et encore, quand ils y pensent. Je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais invisible. On nous servait une purée de petits pois tièdes et du poulet sec qui avait le goût du carton. Je ne me suis pas plainte. Huguette a dit que si tu te plains, on te colle une mention, trouble de l'humeur, et après tu dois voir la psy, celle qui sent la pastille à la menthe et la défaite. Je ne voulais pas de thérapie. Je voulais mon nom, mes clés, ma fenêtre de cuisine, mon vieux mangeoir à oiseaux ébréchés. Quand j'ai redemandé pour le téléphone, Sandrine m'a dit, vous pouvez utiliser celui du personnel en cas d'urgence. Alors je l'ai fait. J'ai appelé Thomas. Direct sur répondeur. J'ai appelé mon ancienne voisine, Jeanne. Pas de réponse non plus. Je ne savais même pas si elle vivait encore à côté. J'ai quand même laissé un message. Cette nuit-là,
j'ai accroché mon manteau d'hiver au dos de la chaise. La poche pendait un peu, comme toujours. J'y ai glissé la main sans réfléchir, comme je l'avais fait 1000 fois au supermarché, à chercher un ticket de caisse ou un papier de bonbons oublié. Sauf que là, j'ai senti du papier. Épais, un peu brillant, plié une fois. Je l'ai sorti. Un ticket. Je l'ai regardé comme si ça appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Euromillions. Les numéros étaient cochés. Encre noire. Date d'achat, une semaine plus tôt. Le même jour où Thomas m'avait déposé ici. Je l'ai retourné. Pas griffonné. Pas abîmé. Tout propre. Pendant un long moment, j'ai juste fixé ce petit rectangle de papier. Puis j'ai souri pour la première fois depuis mon entrée ici. Parce qu'à cet instant-là, je n'étais pas une vieille femme impuissante. J'étais quelqu'un qui tenait un secret. Et peut-être, juste peut-être, que ce secret allait tout changer. On ne réalise pas à quel point un endroit est bruyant tant qu'on n'a plus le droit au silence. Les EHPAD ne sont pas silencieux. Ils sont juste remplis de sons auxquels personne ne répond. Des tout derrière des portes fines. Des télés trop fortes. Des pas lents. Quelqu'un qui appelle un prénom qui ne vient jamais. J'ai gardé le ticket dans la poche de mon manteau pendant 3 jours. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Huguette. Je ne savais pas encore si c'était vrai, mais le fait de l'avoir, ça rallumait quelque chose à l'intérieur. J'avais été froide si longtemps que j'avais oublié ce que c'était, la chaleur. Jeudi, j'ai redemandé à Sandrine. Je peux utiliser le téléphone? L'urgence uniquement, a-t-elle répondu sans lever les yeux de sa feuille. Mon chauffage est peut-être en train de cramer, j'ai dit. Elle a cligné des yeux. Vous n'habitez plus dans cette maison, Madame le maire. Vous n'habitez plus dans cette maison. Cette phrase m'est restée collée toute la journée, comme un truc acide au fond de la gorge. Au dîner, la purée était froide. Je l'ai mangée quand même. Huguette était en face de moi, en train de marmonner à propos d'un club de bridge qu'elle avait monté en 1962. Puis, d'un coup, elle a levé sa fourchette vers moi et a dit. Vous avez des yeux silencieux, vous. J'ai relevé la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous en savez plus que ce que vous dites. Je n'ai pas répondu. Elle avait raison. J'ai attendu que l'équipe de nuit commence. Une jeune aide-soignante, à peine sortie du lycée, toujours collée à son téléphone. Elle m'aimait bien parce que je n'appelais pas la nuit, je ne demandais pas des somnifères, je ne faisais pas d'histoire. Quand elle est passée à 22h45, je me suis tenu dans le couloir, les bras croisés, comme si je l'attendais depuis des heures. Désolé de vous déranger, j'ai dit. Je crois que j'ai laissé une pile d'appareils auditifs dans mon manteau, le gris, peut-être dans le sac de linge. Je peux. Elle a fait un geste vers le comptoir. Allez-y, vite fait. Et faites gaffe à pas ouvrir la porte d'entrée, ça bip. Pas de caméra digne de ce nom. Pas de bunker. Juste un vieux téléphone fixe au combiné collant, avec une tonalité qui grésille. J'ai tapé les numéros manuellement. D'abord, le site de la FDJ. Résultat Euromillions. Le tirage gagnant était déjà affiché. J'ai vérifié la date, samedi. J'ai comparé. 1 fois. 2 fois. 5 numéros. 2 étoiles. Tout. J'ai cligné fort des yeux comme si j'avais mal lu. J'ai recommencé. Ça correspondait. Jackpot, 62 millions €. Non réclamé. Je n'ai pas souri. Pas tout de suite. Je suis resté debout avec le combiné à la main, pendant que la petite de nuit scrollait ses messages à 2 mètres, sans avoir la moindre idée qu'un bout de papier de 10 cm dans la poche de mon manteau venait de déplacer l'équilibre du monde. Je suis retourné à ma chambre lentement, comme si je transportais quelque chose de fragile. Et j'en transportais. Je n'ai presque pas dormi. Mon cerveau tournait si vite que j'avais l'impression qu'il allait se détacher. Qu'est-ce que je pouvais faire avec ce genre d'argent? Je ne conduisais pas. Je n'avais plus accès à mon compte. Mon fils contrôlait tout. Tout. Et pourtant, pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas peur. Je n'étais pas rien. Je tenais un secret si énorme qu'il pouvait avaler ce bâtiment entier et le recracher en poussière. Le lendemain matin, Sandrine m'a tendu un planning, loto, atelier peinture, gym douce, café papote.
Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit. Je veux parler à un avocat. Elle a rigolé. Pardon? Vous voulez attaquer quelqu'un? Non, j'ai répondu. Je veux juste rédiger une lettre. Votre fils gère toute votre paperasse. Alors je veux qu'un avocat me confirme que c'est toujours légal. Elle a froncé les sourcils. Madame le maire, ça ne marche pas comme ça. Mais si, quand on ne veut pas être signalé pour abus de faiblesse et manipulation financière sur personne âgée. Elle a arrêté de sourire. J'ai plié le planning et je l'ai glissé dans ma poche. La même poche que le ticket. Plus tard, j'ai rappelé Thomas. Direct répondeur. Alors j'ai laissé un message. Salut Thomas. Juste pour te dire que j'ai trouvé quelque chose d'important dans mon manteau. Quelque chose qui pourrait t'intéresser. Rappelle-moi. Je n'ai rien ajouté. Qu'il se ronge. Le soir, j'ai retrouvé Huguette. Elle me racontait l'histoire de son 4e mari. Je n'écoutais pas. Je pensais à des mots. À des faux noms. À des comptes séparés. À des avocats privés. À des montages. Tout ce que j'avais entendu dans des films, sur des riches qui protègent leur argent des indésirables. Je n'étais pas riche. Pas officiellement. Mais je n'étais plus impuissante. Et ça change tout. Il a fini par rappeler. C'était dimanche matin, juste après que le personnel ait déposé les plateaux du petit-déj. Porridge tiède, biscotte molle, confiture en barquette. Je n'y ai pas touché. Le téléphone mural du couloir a sonné. Sandrine a décroché, puis elle a appelé d'une voix claire. Madame le maire, c'est votre fils. J'ai marché lentement. Pas parce que j'étais fatigué, parce que j'avais besoin de ces quelques secondes pour enterrer le feu dans ma gorge. Salut man, a dit Thomas quand j'ai pris le combiné. Sa voix était joyeuse. Trop. Le genre joyeuse, je joue un rôle devant quelqu'un. J'ai eu ton message. Quelque chose d'important, hein? Voilà. Pas de, comment tu vas? Pas de, tu as besoin de quelque chose? Direct au truc qu'il pouvait vouloir attraper. J'ai trouvé un papier, j'ai dit, neutre. Dans la poche de mon manteau, la dernière fois que je l'ai porté. Silence. Quel papier? Oh, un truc que j'aurais dû jeter, j'ai répondu. J'ai attendu. J'ai laissé le silence s'étirer. Les gens se trahissent toujours quand tu ne te précipites pas pour remplir le vide. Écoute, man. A-t-il dit après un moment. J'espère que tu t'habitues. Tout le monde dit que cet endroit est super. J'ai regardé autour de moi, une vieille dame engueulait le distributeur automatique parce qu'il refusait sa pièce d'1 €. Une autre dormait la tête sur la poitrine, oubliée par tout le monde. Oui, j'ai dit. Super. Il a hésité. Je sais que ce n'était pas facile, mais tu dois reconnaître que c'est plus sûr. La maison a des escaliers. Et puis, tu oubliais tes rendez-vous. J'ai oublié un rendez-vous, Thomas. Hein? Ça a fait peur à Marion, a-t-il lâché. Marion. Ma belle-fille. Elle a dit que tu ne reconnaissais même pas sa voix. J'ai failli rire. Comme si ne pas reconnaître la voix de ta belle-fille qui te hurle dessus était un symptôme de quoi que ce soit, à part l'épuisement. Elle criait, j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai raccroché. Et franchement, j'en avais marre qu'on me parle comme à une gamine. Il a soupiré. Je ne veux pas me disputer, man. Je voulais juste prendre des nouvelles. Et, à propos de ce papier. Sa voix a changé. Un cran plus bas. Un cran plus intéressé. Et tu l'as gardé? Je l'ai jeté, j'ai menti. Ça n'avait pas l'air important. Silence. Puis le glissement. Ce ton-là. Le ton des gens qui se croient plus malins que toi. Ah. Bon. Tant mieux. Je me disais que ça pouvait être un truc officiel. Un truc que tu n'aurais pas compris. J'ai souri. Pas parce qu'il avait raison. Parce qu'il n'avait aucune idée à quel point il avait tort. Après avoir raccroché, je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai tiré le verrou. Une des rares portes de l'étage qui avait encore un petit loquet. J'ai sorti le ticket. Je l'ai posé bien à plat sur le bureau. Je l'ai fixé longtemps, comme s'il allait se mettre à briller.
62 millions. Toujours pas réclamé. Toujours à moi. J'ai fait une liste mentale. Il me fallait un avocat. Une preuve d'identité. Un compte bancaire hors de portée de Thomas. Un Nouveau Testament. Et surtout, du temps. Du temps pour bouger lentement, discrètement, comme quelqu'un qui prépare une évasion. Cet après-midi-là, j'ai zappé le loto. Sandrine m'a lancé un regard. Ça va? Juste fatigué, j'ai répondu. En vérité, je n'avais jamais été aussi éveillé. Dans la salle commune, quelqu'un avait laissé un journal local. J'ai feuilleté. Au fond, les petites annonces, avocat, notaire, conseiller en gestion de patrimoine. J'ai arraché une annonce. Consultation discrète droit patrimonial, majeur protégé, contestation de mandat procuration. Confidentialité garantie. J'ai mémorisé le numéro. Le lendemain, j'ai attendu que l'accueil soit occupé, puis j'ai repris le téléphone du personnel. J'ai appelé depuis la cage d'escalier. Je vous appelle pour une proche, j'ai dit. Là elle est en EHPAD. Elle a des soucis financiers. Une histoire de procuration, de mandat, de famille qui dépasse les bornes. La femme au bout du fil a marqué une pause. On gère ça souvent. Vous souhaitez un rendez-vous? Oui. Non. Eliane Martin, j'ai improvisé. Je ne voulais rien de traçable à Denise Lemaire pour l'instant. Vous pouvez venir sur place. Elle a dit qu'il pouvait envoyer quelqu'un, un collaborateur. Discret. Jeudi, 14h30. J'ai raccroché et, pendant une seconde, j'ai pressé le combiné contre ma poitrine. C'était réel. J'avais un rendez-vous. Un début. Cette nuit-là, j'ai regardé la lune par la fenêtre. Je me suis demandé si Thomas avait fini de vider ma maison. S'il avait vendu mes livres. La théière en verre qu'Henri m'avait offerte pour nos 10 ans de mariage. Si Marion avait jeté ma boîte à couture. S'ils avaient trouvé les albums photos tout au fond du tiroir de la commode. Ils n'étaient pas seulement en train de me sortir de ma maison. Ils étaient en train de m'effacer. Mais plus maintenant. Parce que quelque part, dans un tiroir, dans une enveloppe scellée, il y avait un ticket gagnant dont ils ignoraient l'existence. Et je n'avais aucune intention de partager ça avec des gens qui me traitaient comme un meuble qu'on range au garage. Non. Cette fois, le plan était à moi. Ils disent que les vieux ne devraient pas avoir de secrets. C'est exactement pour ça qu'on est si bon pour les garder. Jeudi est arrivé lentement. Toute la matinée, j'ai fait semblant de lire, les mains un peu tremblantes sous la couverture. À midi, Huguette m'a demandé pourquoi je regardais l'horloge toutes les 2 minutes. Un rencard, elle a ricané. Bon, on peut dire ça, j'ai répondu. À 14h15, je suis descendu dans le hall, comme si j'attendais une livraison. Le personnel ne posait plus de questions. À force, ils avaient décidé que j'étais inoffensive. À 14h29, une berline vert sombre s'est garée devant. Un homme est sorti, la quarantaine, costume gris sobre, attaché-caisse en cuir. Pas l'air d'un vendeur. L'air de quelqu'un qui annonce des mauvaises nouvelles avec des phrases très bien écrites. Il est entré, a balayé le hall du regard. Eliane Martin. Je me suis levé. Oui. Il n'a pas cligné des yeux. Très bien. On est allé dans le petit jardin à l'arrière, un carré de béton avec 2 bancs rouillés, 3 plantes en plastique, et cette odeur de javel qui fait semblant d'être de l'air frais. Il a ouvert son attaché-caisse et sorti un bloc. Je suis maître André Meyer, a-t-il dit. Avocat. Droit patrimonial, tutelle, contentieux des majeurs protégés. Vous m'avez parlé d'un mandat, d'une procuration? J'ai hoché la tête. Ça a été signé sous pression. Mon fils contrôle tout. Ma maison, mes comptes, même mon courrier. Vous savez ce qu'il a fait de vos biens? J'ai quelques idées. Il a noté quelque chose. On peut contester l'activation du mandat, et demander au juge des contentieux de la protection la mainlevée et la révocation. Ça prend du temps. Quoi d'autre? J'ai marqué une pause. C'était le moment. J'ai plongé la main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti l'enveloppe. J'ai trouvé ça la semaine dernière, j'ai dit en la faisant glisser vers lui. Il a ouvert. Il a regardé les numéros. La date. Puis il a levé les yeux. Vous avez vérifié?
Oui. Tirage de samedi. Tout correspond. 62 millions. Il n'a pas sifflé. Il n'a pas fait « oh là là ». Il a juste acquiescé lentement. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Non. Vous voulez que quelqu'un le soit? Non. Alors il faut aller vite. Il m'a déroulé un plan. Pas un plan de film, pas un plan, compte aux Bahamas, non. Un plan de juriste français, montage patrimonial, sécurisation des fonds, séparation bancaire immédiate, boîte postale, coffre, acte chez notaire, et surtout, protection contre l'ingérence familiale. J'ai déjà vu ça, a-t-il dit. Des personnes âgées qui touchent une somme énorme d'un coup, et une famille qui se transforme en SM. C'est plus fréquent que vous ne le pensez. Il m'a donné une nouvelle enveloppe avec des documents. Et il vous faudra une adresse sécurisée pour certains courriers. Je n'en ai pas. Il a réfléchi. On peut ouvrir une boîte postale au bureau de poste du centre-ville, au nom d'une structure. Et un coffre à la banque. Je m'occupe de la mise en place. Vous signerez en personne. Je n'ai pas de voiture. Je vous enverrai un véhicule, a-t-il dit, calmement. Mais pas ici. On dira que c'est un rendez-vous médical. Je me suis adossé au banc. L'air était plus léger. Pour la première fois depuis des semaines, je ne faisais pas que survivre. Je construisais quelque chose. Il m'a regardé, pas méchamment. Vous voulez en donner à votre famille? J'ai secoué la tête. Ils m'ont laissé ici sans discussion. Ils ont pris ma vie et ils l'ont emballée comme des restes dans du papier alu. Je ne leur dois rien. Alors il faut un testament, aussi. Je veux que la plus grande partie aille à quelqu'un que j'aime vraiment, j'ai dit. Ma petite fille. Son nom? Rosalie Lemaire. On l'appelle Rosie. Elle a 21 ans, elle est à la fac. Elle ne m'a jamais demandé un centime. Elle ne m'a jamais traité comme un manteau qu'on accroche. Il a noté. Bon, on va bétonner ça. Il a rassemblé ses papiers. Je vous rappelle sous 72 heures. En attendant, vous ne dites rien. Et vous ne tentez pas de récupérer les gains seuls. Trop risqué. Je l'ai regardé. Je suis vieille, pas idiote. Il a souri pour la première fois. C'est ce que j'avais compris. Quand il est reparti, je suis resté assise 10 minutes de plus. J'avais besoin du vent, même s'il sentait l'asphalte et la javel. Le soir, j'ai écrit dans mon carnet celui qu'il ne fouille pas. Jour 13 au rosier. 62 millions intacts. Plan juridique enclenché. Je m'appelle Denise Lemaire. Mais ils se souviendront de moi autrement. Samedi matin, le ticket n'était plus une possibilité. C'était un actif. Maître Meyer a appelé à 9h pile. Une collaboratrice, Carla, avait confirmé les numéros avec la FDJ. Le dispositif de sécurisation était prêt, compte séparé, interdiction d'accès à mon fils, et un montage où mon identité était protégée derrière une structure et un dossier discret. Le ticket reste votre propriété jusqu'au versement, m'a-t-il expliqué. Mais dès que les fonds arrivent, on bascule tout sur des comptes sécurisés et on verrouille juridiquement. Votre nom n'apparaîtra pas comme vous l'imaginez. Sous quel nom, j'ai demandé. À Claire Valmont, a-t-il dit. Bon, on a choisi neutre. Un nom qui ne déclenche rien. Un nom que Thomas et Marion ne penseront jamais à chercher. J'ai répété dans ma tête, Claire Valmont. Où va l'argent, j'ai demandé. D'abord, sur un compte de cantonnement, puis sur des enveloppes sécurisées. Ensuite, on répartit selon vos souhaits. Je veux que la part de Rosie soit bloquée jusqu'à ses 30 ans, j'ai dit. Mais avec accès pour études, logement, urgence médicale. Il a marqué un temps. Je vois rarement quelqu'un aussi clair aussi vite. J'ai eu beaucoup de temps pour penser, j'ai répondu. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que chaque nuit, pendant que les autres somnolaient devant des jeux télé ou fixaient le plafond, moi je restais assise le dos droit, à regarder le noir par la fenêtre et à construire une nouvelle vie dans ma tête. Je connaissais le nombre de zéros dans 62 millions. Je savais ce que ça pouvait acheter. Et ce que ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas me rendre les années où on m'a ignoré. Ça ne pouvait pas effacer le Noël où Marion s'était moquée de mes chaussures, assez fort pour que Rosie entende. Ça ne pouvait pas réparer les anniversaires oubliés par Thomas.
ni le jour où il n'est arrivé à l'enterrement d'Henri qu'une fois tout le monde parti, parce qu'il y avait un dossier urgent. Mais ça pouvait acheter la liberté. Et ça suffisait. Attendez-vous à ce que tout soit effectif sous quelques jours, a dit Maître Meyer. Vous n'aurez rien à manipuler. Je gère. Je vous rappelle lundi. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le tiroir et j'ai regardé l'enveloppe. Je n'en avais plus besoin, techniquement. Mais je ne la jetterai pas. C'était la preuve. Pas de l'argent. La preuve de ce que j'avais fait avant l'argent. Je m'étais sauvé moi-même. Cet après-midi-là, je me suis assise avec Huguette sur la terrasse. Elle regardait les nuages. Elle les voyait mal, mais elle aimait leur donner des formes. Celui-là, a-t-elle dit en pointant vaguement. On dirait un agneau ou une chaise cassée. Les deux, j'ai répondu. T'es pas loin. Elle s'est tournée vers moi, tout à coup sérieuse. Vous allez partir, hein? Je n'ai rien dit. Je le sens, a-t-elle insisté. Les gens comme vous, ils ne restent pas en cage. J'ai regardé Huguette. Coincée ici depuis 5 ans. Qui avait donné ses économies à 3 beaux enfants qui maintenant lui envoyaient des cartes d'anniversaire sans adresse de retour. J'ai serré sa main. Si je pars, j'ai dit, je vous enverrai quelque chose de vrai. Comme quoi? Comme un avocat avec un stylo. Elle a ri, un petit rire sec. Ça, ce serait quelque chose. Le soir même, Rosie a appelé. Je n'étais pas censé recevoir d'appel personnel, mais la petite de nuit et celle qui me laissait parfois le téléphone après l'extinction des feux avait commencé à me donner 5 minutes, parce que vous, au moins, vous êtes gentille. Mamie, a chuchoté Rosie. Papa dit qu'il va peut-être vendre ta voiture. J'ai failli lâcher le combiné. Il va quoi? Il dit qu'elle dort dans l'allée, qu'elle prend la poussière, et que ça sert à rien de payer l'assurance. C'est ma voiture, j'ai dit. Je sais. C'est pour ça que je t'appelle. Je voulais pas que tu la prennes après. Mon cœur s'est serré. C'était une vieille voiture. Rien d'extraordinaire. Une Clio un peu fatiguée. Mais c'est Henri qui l'avait choisie pour moi. Mais elle va bien avec tes mains, il avait dit, ce qui ne voulait rien dire et voulait tout dire. Je m'en occupe, j'ai dit à Rosie. Ne t'inquiète pas. Tu me manques, a-t-elle soufflé. C'est bizarre de pas entendre ta voix tous les jours. Tu me manques aussi. Silence. Tu sonnes différente. Ah oui? Plus forte, a-t-elle dit. Je sais pas. Comme si tu reprenais de la place. J'ai souri. Je remets mes jambes sous moi, j'ai répondu. Après avoir raccroché, j'ai écrit une autre ligne dans mon carnet. Voiture en cours de vente sans consentement. Une brique de plus dans le mur. Puis j'ai glissé le carnet sous l'oreiller et je me suis endormi. J'ai rêvé d'océan, de silence, et des clés de ma propre porte. Laissez-les croire que je suis impuissante. C'était la première règle que je me suis donnée après avoir compris que j'avais gagné. Ne jamais les laisser voir autre chose que la vieille dame inoffensive qu'ils pensent avoir rangée. Qu'ils me sous-estiment. Qu'ils m'oublient. Qu'ils oublient même que j'ai eu un nom à moi. Parce que pendant qu'ils redécoraient ma villa dehors, moi je construisais quelque chose de plus calme et infiniment plus dangereux. Ce n'est pas difficile de devenir invisible dans un endroit comme les Rosiers. Il suffit d'arrêter de réagir. Ne pas te plaindre quand on oublie ton courrier. Ne pas froncer les sourcils quand quelqu'un te pique ta place à table. Ne pas lever la voix quand Sandrine donne ton plateau à quelqu'un d'autre. Encore. Juste sourire. Être d'accord. Au bout d'un moment, ils arrêtent de te regarder. Tu deviens un meuble. Un porte-manteau avec une bonne posture. Et de là, tu vois tout. J'ai appris plus en 3 jours de silence que pendant 79 ans de conversation. Qui vole dans le placard des protections? Qui boit du rosé en douce dans la lingerie? Qui couche avec l'agent d'entretien de nuit? Qui oublie des médicaments et coche quand même la case sur la feuille? Je n'ai rien noté. À quoi bon? Je ne comptais pas rester assez longtemps pour dénoncer quoi que ce soit. Il me fallait juste une couverture. Du temps pour que Maître Meyer verrouille tout. Du temps pour que l'argent arrive et s'enterre là où Thomas ne pourrait pas creuser. En attendant, j'étudiais mes ennemis. Sandrine avait une voix de lame,
et elle adorait appeler les vieilles « ma belle » quand elle était agacée. Je l'ai vu une fois claquer sur un monsieur nommé Claude parce qu'il sonnait trop souvent. « Vous n'avez pas besoin d'aide, vous avez besoin d'attention », a-t-elle lâché. Claude n'a plus parlé à personne après ça. Il fixait le mur. Le directeur, monsieur Kermarek, avait un sourire plein de dents, mais des yeux qui ne souriaient jamais. Tous les mardis, il venait avec un classeur, demandant aux résidents de signer des questionnaires qualité que personne ne lisait. Je lui ai demandé un jour ce qu'ils avaient fait de l'ancienne petite bibliothèque. Coupe budgétaire, a-t-il répondu. 2 semaines plus tard, j'ai vu son nom sur la liste des donateurs pour la nouvelle salle de repos du personnel, canapé neuf, machine à café à grains, télévision géante. Le jeu ici n'était pas de soigner. C'était de contenir. Et j'en avais fini d'être contenu. Ce vendredi-là, Thomas est venu. Je l'ai vu arriver sur le parking avec ma Clio. Il avait retiré l'autocollant qui disait « Soutenez les bibliothèques municipales » et l'avait remplacé par un truc du style « Je ne discute pas, j'explique pourquoi j'ai raison ». Ça lui allait bien. Il est entré avec ce demi-sourire en biais qu'il sort quand il veut quelque chose. « Salut man », a-t-il dit, comme si on s'était parlé la veille. « Tu as bonne mine. » Je n'ai pas répondu. « J'étais dans le coin », a-t-il ajouté. Je me suis dit que je pouvais passer. Il a jeté un coup d'œil à mon manteau. « Tu portes encore ça, hein ?»« C'est chaud », j'ai dit. « Marion a mis plein de tes affaires d'hiver dans des cartons. Je peux t'en ramener la prochaine fois. » J'ai secoué la tête. Il a regardé autour de lui, comme un homme qui fait un état des lieux. « Tu t'habitues ?»« Je m'adapte. »« C'est bien. C'est très bien. » Il s'est gratté la nuque à son tic nerveux. « Tu sais, j'ai réfléchi. Une fois que tout est réglé, peut-être qu'on pourrait mettre la maison en vente. Les prix sont hauts. Ça serait intelligent. » « Ma maison. »« Ma maison ?» Il a haussé les épaules. « Enfin, c'est pas comme si tu t'en servais. J'ai construit cette maison avec ton père. »« Oui mais... »« Man, elle est là, elle se dégrade, et puis les impôts, la taxe foncière, tout ça. Je les ai payés pendant 40 ans. » Silence. Son visage a bougé, un instant. J'ai vu le vrai Thomas passer en dessous. Celui qui déteste être contredit. « J'essaie juste d'être pratique », a-t-il lâché. Je me suis levé. « Merci d'être venu », j'ai dit. « Mais je suis fatigué. »« Attends, man, fais pas ça. »« Je suis fatigué. » Il est resté debout une seconde, gêné. Puis il a essayé de me prendre dans ses bras. Je ne l'ai pas rendu. Quand il s'est tourné pour partir, j'ai dit. « Oh, au fait. Une dernière chose. » Il s'est arrêté. J'ai trouvé quelque chose dans la poche de mon manteau. J'ai vu la couleur quitter son visage. Ah, oui. J'ai hoché la tête. Un rappel. Il a essayé de sourire. C'est bien. Très bien, j'ai dit. Vraiment très bien. Puis j'ai tourné les talons. Pas parce que c'était fini. Parce qu'il n'avait aucune idée que je ne faisais que commencer. L'avocat est revenu pendant les heures de visite. Personne n'a rien remarqué. C'est ça, la beauté de la bureaucratie, tu caches n'importe quoi derrière un dossier et un sourire poli, et les gens t'ouvrent la porte en te souhaitant une bonne journée. Cette fois, Maître Meyer portait une veste bleu marine, plus banale. Pas d'attaché case, juste une chemise cartonnée sous le bras. Il s'est inscrit à l'accueil comme « aumônier Père Guillaume ». La réceptionniste lui a même proposé un café. Je vous jure, j'ai failli rire. J'étais dans la salle télé, à faire semblant de regarder un vieux épisode d'Arabesque. Sandrine n'a même pas levé les yeux quand je suis sorti. Ça va prendre quelques minutes, j'ai dit, assez fort pour que ça ait l'air officiel. On s'est retrouvés dans la petite salle des familles. Un canapé poussiéreux, 2 fausses fougères, et une odeur de désinfectant. J'ai verrouillé la porte. Tout est prêt, a dit Maître Meyer sans tourner autour. Les fonds sont sécurisés. J'ai expiré un souffle que je ne savais même pas que je retenais. Le montage est opérationnel. Les comptes sont actifs. Votre identité est protégée. Sur le papier, le dossier est au nom de Claire Valmont.
On parle de combien, au final? Il a consulté une feuille. Après frais de sécurisation, frais juridiques, constitution des structures, provisions et enveloppes, on est à environ 43,7 millions mobilisables. Je n'ai pas bronché. La part de Rosie? Il a glissé un document. Les 10 millions mis à part, verrouillés selon vos conditions. Accès pour logement, études, santé, urgence. Le reste, soumis à votre volonté, avec un cadre qui évite les prédations. J'ai hoché la tête. Là elle sera en sécurité. Et vous? Je serai en sécurité quand je serai sorti d'ici. Il n'a pas souri. C'est la prochaine étape. J'ai déjà rédigé la requête pour faire révoquer le mandat et la procuration. Mais tant qu'on ne notifie pas votre fils, on reste discret. Dans combien de temps? 3 jours, peut-être 4. Ensuite, tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection. Vous devrez être présente. J'ai levé les yeux. Je suis prête. Il a haussé un sourcil. Pas d'hésitation? Aucune. Il a sorti un autre papier. Ça, c'est votre Nouveau Testament. Rédigé et enregistré. Et on a un rendez-vous chez un notaire la semaine prochaine pour tout verrouiller comme il faut. Ça invalide l'ancien document que votre fils vous a fait signer il y a 2 ans. J'ai pris le papier. Mon nom réel, en haut, Denise Evelyne Lemaire. J'ai lu les premières lignes à voix haute, juste pour me rappeler que j'existais. Je sous-signais, Denise Evelyne Lemaire, saine d'esprit et en pleine possession de mes facultés. Je me suis arrêté. C'était assez. Autre chose, ai-je demandé. Il a hésité. Juste, un point. Mon cabinet a fait vérifier 2 ou 3 choses sur Thomas et Marion. Sans que vous me le demandiez, mais... Je n'étais pas surprise. Ils ont déjà commencé à faire estimer votre maison. Photo prise la semaine dernière. Marion s'est présentée comme votre représentante. Et ils comptaient mettre l'annonce en ligne lundi. Mon estomac s'est noué. Pas de colère. Juste la confirmation froide. Je n'étais pas folle. Je n'avais pas mal compris. Ils étaient vraiment en train de m'effacer. Ils ne sentiront rien, j'ai dit. Ils ne toucheront à rien. Maître Meyer a acquiescé. Parce que lundi, on aura une ordonnance de référé prête. Ils ne pourront ni vendre, ni signer, ni bouger un meuble. J'ai plié les papiers et je les ai glissés dans mon sac à tricot. Quand on s'est levé, il a marqué une pause. Vous savez, la plupart des gens dans votre situation sont trop effrayés pour agir. Ils veulent juste leur argent et un endroit où se cacher. Vous êtes différente. Je ne cherche pas la vengeance, j'ai dit doucement. Je cherche la clarté. Il a hoché la tête. Et après? Après, je disparais. On s'est serré la main, et il est reparti par la porte du jardin. 10 minutes plus tard, Sandrine m'a croisé dans le couloir. Vous avez l'air de bonne humeur, aujourd'hui, a-t-elle dit. J'ai eu une bonne visite, j'ai répondu. Elle n'a pas demandé laquelle. Il ne demande jamais. Cette nuit-là, j'ai écrit. Fonds sécurisé. Nouveau Testament. Mandat en cours de révocation. Je ne suis plus sous la main de personne. Puis j'ai éteint et je me suis allongé dans un silence complet. Pour la première fois depuis des années, le silence n'avait pas le goût de la solitude. Il avait le goût du contrôle. Ils avaient mis Liliane en chambre 107 parce qu'elle ne se plaignait pas quand le chauffage ne marchait pas. Les autres avaient été déplacés dans des chambres plus chaudes, mais Liliane, qui pouvait réciter des pages entières de poésie de mémoire, avait simplement dit « Mon souffle fait de la buée sur la vitre ». Ça me suffit. Elle avait 84 ans, l'esprit tranchant, l'humour sec comme le sel. Ancienne bibliothécaire, colonne vertébrale plus droite que celle de la moitié du personnel. Quand elle parlait, c'était clair, sans mots inutiles. Je l'ai aimée tout de suite. Elle était au Rosier depuis plus longtemps que la plupart, 4 ans, peut-être 5. Elle ne participait à rien. Pas d'atelier. Pas de loto. Pas de karaoké, même quand Sandrine insistait. Il ne se demande jamais pourquoi les vieux arrêtent de chanter. Un jour, elle m'a dit, il continue juste à distribuer des micros. On a commencé à boire du thé ensemble dans la salle d'animation. Elle amenait ses propres sachets. Ceux qu'ils servent ici ont le goût de chaussettes bouillies, disait-elle.
Je ne pouvais pas lui donner tort. Je lui ai dit mon vrai secret au deuxième après-midi. Lis ici, tout le monde m'appelle Denise, j'ai dit. Mais dehors, dans le dossier, je suis Claire Valmont. Elle a cligné une fois des yeux. Fascinant. Je lui ai raconté l'avocat, le montage, le ticket. Je ne sais pas pourquoi. J'avais gardé ce secret pour tout le monde, même pour Rosie. Mais Liliane? Liliane avait quelque chose qui donnait l'impression qu'elle pouvait porter un poids avec toi. Pas à ta place. Avec toi. Quand j'ai fini, elle n'a pas posé de questions. Elle a juste versé plus de thé. Ça fait quoi? A-t-elle demandé. Comme si je tenais une arme chargée dans une pièce pleine de gens qui pensent que je suis inoffensive. Elle a souri. Bien. Restez comme ça. À partir de là, on se retrouvait tous les après-midi à 15 heures. Je venais avec des mots croisés. Elle venait avec son thé. On ne parlait pas toujours d'argent. Parfois, elle parlait de sa fille qui n'avait pas appelé depuis 18 mois. Parfois, on restait en silence, à écouter la radio qui passait dans la salle d'à côté. Un jour, elle a dit. Tu sais ce qu'ils ne comprennent pas, à propos de nous? Quoi? Qu'on a eu des vies. Des vrais. Les gens pensent qu'on est né vieille, qu'on a existé juste pour les mettre au monde, leur prêter de l'argent, et disparaître gentiment dans un fauteuil. Mais nous, on se souvient de tout. J'ai hoché la tête. Elle m'a regardé. Alors, c'est quand que tu pars? Bientôt, ai-je dit. La procédure passe la semaine prochaine. Après, je disparais. Elle a tapoté sa tasse. Tu m'enverras une carte postale. Je t'enverrai un avocat. Elle a grinché un sourire. Ça, c'est mieux. Ce vendredi-là, Sandrine m'a surprise en train de fredonner dans le couloir. Vous êtes d'humeur, a-t-elle dit, méfiante. Je me suis rappelé quelque chose de bien, ai-je répondu. Gardez ça. On a une inspection. Kermarek veut des résidents souriants. Je leur sourirai, ai-je dit. Juste après qu'ils aient réparé le chauffage de la 107. Elle a levé les yeux au ciel. Liliane, elle s'en fiche. Elle ne devrait pas avoir à s'en ficher. Je suis parti avant qu'elle réponde. Cette nuit-là, Liliane et moi, on a joué à un jeu secret. Qu'est-ce que tu ferais si on te rendait les clés, m'a-t-elle demandé. Je partirais dans une ville où personne ne connaît mon nom, a-t-elle dit. Je changerais de cheveux, j'adopterais un chat, je vivrais au-dessus d'une librairie, et je ne parlerai que quand j'en aurai envie. J'ai haussé un sourcil. Tu parles déjà quand t'en as envie. Elle a souri. Alors je arrêterai d'expliquer. Elle m'a regardé. Et toi? J'achèterai une petite maison près de l'eau, ai-je dit. Je ferai du thé le matin. Je mangerai ce que je veux. Je dormirai quand je veux. Et je ne demanderai plus jamais la permission. Jamais. Liliane a levé sa tasse. Au jour où personne ne demande où tu vas. On a cogné nos mugs. C'était la dernière nuit où je l'ai vue. Le lendemain matin, sa porte était fermée. À midi, une aide-soignante est passée discrètement et a retiré l'étiquette avec son nom. Pas d'annonce. Pas de mots. Juste, plus rien. J'ai demandé ce qui s'était passé. Paisiblement, dans son sommeil, m'a murmuré quelqu'un. Je suis resté dans la salle d'animation, à regarder sa chaise vide. Personne d'autre n'avait l'air de remarquer. Ou alors ils remarquaient, et ils avaient appris à continuer quand même. Le soir, j'ai écrit une seule ligne. Liliane n'est plus là. Et maintenant je suis encore plus sûr. Je dois sortir avant qu'ils oublient que j'ai été là, moi aussi. J'ai envoyé une voiture à ma maison. Pas un taxi. Une Mercedes noire, vitre teintée, chrome poli comme un miroir. Le genre de voiture que des gens comme Thomas ne peuvent pas ignorer. Elle est arrivée à 16h05 un mardi à l'heure pile où Marion postait d'habitude ses petites mises à jour Instagram, repas de famille, travaux dans la cuisine, citations inspirantes sur la gratitude, sans jamais mentionner la femme qui avait payé la moitié de leur confort. Le chauffeur est sorti en uniforme gris impeccable et a tendu à Marion une enveloppe blanche. Pas d'adresse. Pas de logo. Juste son nom. À l'intérieur, une lettre tapée sur papier épais, signée d'une société fictive, Rivage Patrimoine et Conseil. Ça disait, en substance.
Madame le maire, notre cabinet représente un client souhaitant acquérir plusieurs biens de caractère dans le secteur de l'étang vert. Votre propriété située au 117 allée des Hortensias a été identifiée comme une opportunité rare. Notre client est prêt à formuler une offre au comptant de 1,3 million d'euros, sous réserve de vérification du titre et d'un calendrier de signature accéléré. Ceci n'est pas un compromis mais une marque d'intérêt sérieuse. Une visite d'expertise pourra être organisée à votre convenance. Respectueusement, Rivage Patrimoine et Conseil. En bas, un numéro. Redirigé vers le cabinet de Maître Meyer. L'appât était simple. Et délicieux. 2 heures plus tard, le téléphone du couloir a sonné pour moi. C'était Rosie. Mamie, t'es assise? Je suis toujours assise, ai-je répondu. Elle a ri nerveusement. Ok, donc, maman a reçu une lettre aujourd'hui. Un cabinet veut acheter ta maison, en mode urgent. Au comptant. 1,3 million. Je n'ai rien dit. Papa panique, a-t-elle continué. Ils essaient de comprendre qui est ce client anonyme. Ils croient que c'est un investisseur parisien qui veut la retourner. Je n'ai toujours rien dit. Mais tu n'as pas l'air surprise. Je ne le suis pas, ai-je dit enfin. Les gens voient les choses autrement quand ils sentent qu'ils peuvent gagner dessus. Un silence. Je l'ai entendu inspirer. Mamie, c'est toi qui as fait ça? J'ai souri. Et disons juste que certaines personnes ont besoin qu'on leur rappelle que tout ne leur appartient pas parce qu'ils sont debout dessus. Cette nuit-là, Thomas a appelé. Il a laissé un message. Je l'ai écouté 3 fois. Salut man, je sais qu'on a eu des tensions. Et, je pense que ce serait bien qu'on parle. Qu'on mette les choses à plat. Je sais que tu dois être en colère avec l'histoire de la maison, mais, on peut trouver un arrangement. Rappelle-moi, d'accord? Il avait l'air incertain. Hésitant. Bien. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, mon fils apprenait ce que ça fait d'être à l'extérieur de quelque chose d'important. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai demandé à une aide-soignante. Vous avez une imprimante? Oui, pourquoi? J'ai pris ma voix la plus douce. Juste un document personnel. Pour un anniversaire. Elle n'a pas questionné. J'ai tapé lentement. À qui de droit, je sous-signais Denise Evelyne Lemaire, née le, atteste être saine d'esprit et ne subir aucune contrainte. Je n'ai autorisé la vente du 117 allée des Hortensias à aucun tiers. Toute représentation faite par une personne se prétendant agir en mon nom est fausse et pourra faire l'objet de poursuites. Toute demande concernant ce bien doit être adressée à mon conseil. Je l'ai pliée, mise dans une enveloppe, adressée à Rivage Patrimoine et Conseil. Puis je l'ai rangée dans mon tiroir, avec les vrais documents. Celle-ci, c'était du théâtre. Mais parfois, le théâtre est la seule manière de forcer le public à enfin regarder. Le lendemain matin, Rosie a rappelé. Papa pète un câble, a-t-elle chuchoté. Il dit que ça colle pas. Il dit que c'est bizarre. Je n'ai pas répondu. Mamie? Oui, ma chérie. T'es en colère? J'ai réfléchi. Non, ai-je dit. Je suis réveillé. Ils sont venus en rampant. Vendredi après-midi, juste après le déjeuner, Sandrine s'est pointée devant ma porte avec un sourire qu'elle tenait de travers. Vous avez des visiteurs. Ce ton qu'on prend quand on fait semblant d'être content pour toi. Thomas et Marion étaient dans le couloir, plantés comme des gens importants obligés de traverser l'aile des domestiques. Thomas portait une veste, il n'en mettait jamais sauf quand il fallait présenter quelque chose. Marion portait des talons et un sourire tellement large que je savais qu'elle l'avait répété dans la voiture. Maman, a dit Thomas, comme si on s'était parlé hier. Regarde-toi, tu as l'air en forme. Les éblouissante, a ajouté Marion. J'adore ton foulard. Ce n'était pas un foulard. C'était le haut d'un vieux pull que j'avais découpé pour cacher une tache de javel. Mais ok. Quelle joue. On s'est assis dans le petit salon des visites. Quelqu'un avait posé ses biscuits industriels au beurre que personne ne mange jamais. Thomas a croisé les jambes, s'est raclé la gorge. Je veux commencer par dire qu'on pense beaucoup à toi. J'ai hoché la tête. On réalise qu'on a peut-être été un peu rapide, a-t-il dit. Avec la maison et la transition ici. La transition. Comme si se faire enfermer en EHPAD était l'étape normale après avoir acheté 2 boîtes de soupe au mauvais rayon.
Marion s'est penchée. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Vous l'avez rendu très clair, ai-je répondu. Ils ont échangé un regard. Thomas a essayé. Pour la lettre, celle sur la maison. Tu n'avais jamais parlé de vendre. Parce que je ne veux pas vendre. Oui, oui, bien sûr, a-t-il dit vite. C'est ok. On essaie juste de comprendre qui aurait pu. Je n'ai rien demandé, ai-je dit. Mais je n'ai pas été surprise. Marion a bougé sur son siège. Ce n'est pas une bonne période pour la laisser vide. Le marché est instable. Et je ne suis pas morte, ai-je dit. Ils se sont figés. Marion a tenté un rire. Oh mon Dieu, bien sûr que non. C'est juste que... Je ne suis pas morte, ai-je répété. Et c'est toujours ma vie. Silence. Thomas a fini par dire, personne ne dit le contraire. Vous avez agi comme si, quand vous avez vidé mes placards. Quand vous avez coupé mon accès bancaire. Quand vous avez signé mon nom sur des choses que je n'ai jamais lues. Quand vous avez vendu le piano. Ça a fait mouche. Je l'ai vu. Il n'avait pas prévu que je sache pour le piano. Je me suis penché, la voix stable. Vous pensiez que j'allais me taire. Que j'allais être reconnaissante. Que ma petite chambre propre et un bol de purée tiède, c'était tout ce qu'il me fallait. Thomas a ouvert la bouche. Puis il l'a refermée. Marion a lissé sa robe. On n'a pas voulu te faire du mal. Bien sûr, ai-je dit. Vous étiez trop occupé à vous aider vous-même. Elle a tressailli. Thomas s'est levé. Ok, maman. On n'est pas obligé de faire ça maintenant. On est juste venu te dire bonjour. Voir si tu avais besoin de trucs. Peut-être t'apporter des affaires de la maison si tu veux. Apporter la voiture, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Ma voiture? Celle que tu disais vouloir vendre. Ramène-la. Enfin, on l'utilise. On en avait besoin. Elle est à mon nom. Il a essayé de sourire. Techniquement, oui. Alors techniquement, c'est du vol. Marion s'est levée aussi. On n'aurait peut-être pas dû venir. Je l'ai regardé. Pas de mon côté. Ils sont partis 10 minutes plus tard, secoués, mais essayant de garder leur masque. Sandrine les a regardés passer à l'accueil, sourire crispé et hochement de tête poli. Puis elle s'est tournée vers moi. Les visites de famille, toujours si joyeuses. Seulement quand ils essaient de cacher quelque chose, ai-je dit. Le soir, je suis resté à la fenêtre. J'ai regardé le vent agiter les arbres comme s'il avait quelque chose d'urgent à dire. Je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie prête. Un fil de plus venait d'être tiré. Le détricotage commençait. Il est revenu seul la fois suivante. Pas de Marion, pas de spectacle. Juste Thomas avec un sac en papier qui sentait chaud, et cette tête de quelqu'un qui va à un procès, pas à l'EHPAD de sa mère. Je t'ai apporté ton truc préféré, a-t-il dit en soulevant le sac. Du foie à l'eau nom du petit boui-boui que t'aimais. Je l'ai laissé le poser sur la table. Je n'y ai pas touché. Il s'est assis en face de moi. Pas de veste cette fois. Juste ce vieux pull vert qu'il mettait à la fac, celui qui rend ses yeux plus doux qu'ils ne le sont. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il commencé. Je n'ai rien dit. Mais tu as raison sur plein de choses. La maison, la façon dont on a géré. J'ai levé un sourcil. Gérer? Il a hoché la tête, lentement. On n'a pas voulu te mettre de côté. On a paniqué. Après le médecin, les histoires de mémoire, et le truc avec la cuisinière. J'ai pas oublié la cuisinière, ai-je dit. Je t'ai dit que le bouton était cassé. Et mes trous de mémoire, c'était de la fatigue et du chagrin. Il a baissé les yeux. On a pris des décisions qu'on croyait intelligentes. Non, ai-je répondu. Vous avez pris des décisions qui vous arrangeaient. Il a avalé sa salive. C'est possible. On est resté silencieux un long moment. Il a bougé sur sa chaise, les mains jointes entre ses genoux comme un petit garçon qui attend sa punition. Maman, a-t-il dit enfin. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit que tu avais trouvé quelque chose dans ton manteau? Ah.
Voilà. J'ai attendu. J'ai laissé la question flotter comme une plume qu'il espérait voir tomber doucement. Je voulais dire exactement ce que j'ai dit, ai-je répondu. J'ai trouvé quelque chose d'important. Je l'ai regardé droit. Je n'ai pas cligné. J'ai trouvé un rappel que ce qui est à moi est à moi. Que je n'ai pas disparu. Que j'ai encore un nom, des choix, et des dents. Il a lâché un petit rire nerveux. Des dents? Métaphoriquement, ai-je dit. Il a hoché la tête. Ok. Il y avait quelque chose sur son visage. Pas de la culpabilité. Pas vraiment. Plutôt de la confusion. Comme si le scénario qu'il avait écrit pour moi ne fonctionnait plus et qu'il ne savait pas improviser. Tu as besoin de quelque chose, a-t-il demandé. D'argent, de vêtements? Je n'ai besoin de rien, ai-je dit. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en mouvement. Ça l'a frappé. Je l'ai vu. Un flash derrière les yeux. La peur, peut-être. Ou la suspicion. Il s'est raclé la gorge. Tu as toujours été forte, maman, mais si tu as besoin d'aide, je suis encore. Tu ne le es pas, ai-je dit doucement. Plus maintenant. Il a détourné le regard. Puis, comme s'il se souvenait d'une phrase répétée, il a ajouté. Marion veut s'excuser aussi. Elle n'a pas voulu être, trop. Là elle a voulu gagner, ai-je dit. Là elle ne s'attendait juste pas à ce que je me relève. Thomas s'est levé. Le sac de foie à l'oignon refroidissait entre nous. Je vais laisser ça là, a-t-il dit. Donne-le à Huguette, ai-je répondu. Là elle mange encore comme si elle croyait au miracle. Il a hésité. On est, ok? J'ai incliné la tête. Ok, c'est ce que les gens disent quand ils veulent sauter les conséquences. Non, ai-je dit. Mais on est honnête. C'est un début. Il a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Il est juste sorti. Sa main a touché l'encadrement de la porte une seconde, comme s'il voulait se retenir. Tu as changé, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Tu n'as juste jamais regardé de près. Puis il est parti. Cette nuit-là, je n'ai rien écrit dans le carnet. Je n'en avais pas besoin. Certaines vérités résonnent assez fort sans être notées. Ils ont vidé la chambre de Liliane en moins d'une heure. Pas de mots, pas de rassemblement. 2 aides, un bac roulant, une checklist. Le rideau était ouvert. Le soleil tapait sur le lit où elle était morte 2 nuits plus tôt. À midi, il y avait un nouveau nom sur la porte. Au dîner, une nouvelle femme s'était installée. Sa famille avait apporté une plante et une boîte de biscuits, sans sucre. Et voilà. Le lendemain, j'ai demandé s'ils avaient gardé quelque chose de Liliane. L'infirmière a haussé les épaules. Pas de famille proche. Juste une fille quelque part du côté de Montpellier. Elle n'a pas rappelé. Aucun hommage. Aucune mention. J'ai attendu la nuit et j'ai descendu le couloir. La porte de Liliane était ouverte. De nouvelles chaussures sous le lit. Un nouveau cadre photo sur la commode, un homme en uniforme, souriant à côté d'une femme que je ne connaissais pas. Les tasses de thé avaient disparu. Son dictionnaire de mots croisés. Son foulard. Effacé. Je suis remonté dans ma chambre. J'ai verrouillé. Je me suis assise sur le lit. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisé à pleurer. Pas seulement pour Liliane. Pour tout. Pour Henri. Pour la version de moi qui entrait dans un magasin sans qu'on lui mette une main sur le coude. Je pensais à l'argent, au montage, au plan, et j'ai réalisé que je ne m'étais pas demandé une seule fois ce que je voulais. Je ne pensais qu'à réparer, à reprendre, à punir. Liliane, elle, ne voulait punir personne. Elle voulait la paix. Sa tasse. Son thé. Un nom qui signifie quelque chose quand tu le prononces. Est-ce que je construisais un futur, ou est-ce que je mettais juste un joli ruban sur des ruines? Le lendemain matin, j'ai fait une liste. Ce dont je n'avais plus besoin, la vengeance point, le dernier mot point, des excuses qui ne viendraient jamais. Ce que je voulais encore, une fenêtre que je peux ouvrir sans permission point, ma propre cuillère point, mon propre mug point, ma propre clé. Du silence. Pas le silence qui ressemble à l'abandon. Le silence qui ressemble au choix.
J'ai annulé l'appel prévu avec Maître Meyer. Je l'ai repoussé d'une semaine. J'avais besoin de laisser ses pensées se poser. L'après-midi, Sandrine m'a demandé si je voulais rejoindre une nouvelle activité. La peinture, a-t-elle dit. La thérapeutique. Non, ai-je répondu. Toujours pas votre truc. Je choisis ce qu'il est, ai-je dit. Elle m'a regardé, pas méchamment. Juste, perplexe. Comme si l'idée qu'une vieille femme puisse choisir autre chose que vanille ou chocolat était un concept étranger. Je n'ai pas expliqué. Plus tard, je suis retourné dans le jardin. Je me suis assise sur le banc où j'avais rencontré Maître Meyer la première fois. Les feuilles commençaient à tourner, un or tardif, quelques rouges cassants. Le ciel était calme. J'ai mis la main dans ma poche. J'y ai trouvé un sachet de thé. Un bon. Un de Liliane. Je l'ai fait infuser le soir, lentement, et je l'ai versé dans le mug épais qu'on m'avait donné à mon arrivée, celui avec l'anse ébréchée que personne ne voulait. Je l'ai bu. Pas pour le réconfort. Pour la clarté. Mardi matin, Carla a appelé. Madame le maire, le tribunal a fixé une date d'audience pour la révocation du mandat et de la procuration de votre fils. Jeudi prochain. Vous serez transporté avec un accompagnement juridique. J'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis resté assise avec ce mot, accompagnement. Comme si j'étais un colis fragile qu'on faisait passer d'un danger à l'autre. Peut-être que je l'étais. Ou peut-être que j'étais juste une femme qui avait enfin quelque chose qu'on ne pouvait pas lui prendre. Pas l'argent. Pas la maison. Pas même son silence. Cet après-midi-là, j'ai trouvé Huguette dans le couloir, à regarder l'ascenseur comme si la porte allait s'ouvrir sur sa vie d'avant. « Vous allez quelque part ?» ai-je demandé. Seulement dans ma tête, a-t-elle répondu. Je l'ai raccompagnée jusqu'à sa chambre. On n'a pas parlé. Elle faisait partie des rares personnes qui comprenaient que le silence n'est pas toujours un manque. C'est parfois le seul espace qui te reste pour penser. Avant de partir, j'ai sorti une enveloppe pliée. « C'est quoi ?» a-t-elle demandé. « Un nom » ai-je dit. « Un avocat. Vous n'êtes pas obligé. Mais si un jour vous avez l'impression que quelqu'un vous a trop pris, appelez. » Elle m'a regardé longtemps, puis a rangé l'enveloppe dans son tiroir, à côté de son chapelet et d'un flacon d'aspirine. Je ne lui ai pas dit au revoir. On n'aime pas ça, Huguette et moi. De retour dans ma chambre, j'ai rouvert mon carnet. Pas pour faire une liste. Pour écrire quelque chose que je n'avais pas osé admettre. Si je pars avec de l'amertume, ils ont encore gagné. Si je pars avec le silence, je décide ce qu'il veut dire. Si je pars avec la paix, je reprends mon nom. Ce n'était pas un mantra. C'était juste vrai. Le lendemain, j'ai demandé une grande enveloppe au personnel. Je veux envoyer quelque chose, ai-je dit. À qui? À ma petite fille. Elle a hésité. Vous pouvez l'appeler, vous savez. Je veux qu'elle l'ait sur papier. Elle m'a donné l'enveloppe. J'ai écrit Rosalie en gros. À l'intérieur, j'ai mis 3 choses. Une copie du document qui la protégeait, avec son nom. Une photo de moi et Henri devant notre première maison, en 1963. Une lettre manuscrite. 4 pages. Je ne l'ai pas relue. Certaines phrases n'ont pas besoin d'être polies quand elles viennent de l'os. J'ai scellé l'enveloppe. Je l'ai donnée à l'aide-soignante. Vous la postez aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Elle a dit, d'accord, d'une voix curieuse. Elle n'a pas demandé. Cette nuit-là, Thomas a encore appelé. Répondeur. Sa voix était plus petite. Salut man, je prends des nouvelles. Je sais que j'ai pas géré ça, comme il fallait. J'essaie de comprendre. Rappelle-moi quand tu peux. Il n'a pas dit, je t'aime. Même pas à la fin. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai ouvert le dernier tiroir de ma commode. Le ticket Euromillion était là. Le papier avait un peu pâli, les bords s'étaient adoucis à force d'être touchés. Je l'ai tenu longtemps. Puis je l'ai déchiré en 2. Puis encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des petits carrés, comme de la neige. Je les ai laissés tomber dans la poubelle sans cérémonie. Pas parce que je regrettais. Parce que je n'en avais plus besoin. L'argent était réel.
Le montage était réel. Le ticket n'avait été qu'une porte. Et j'étais déjà de l'autre côté. Le tribunal était petit. Pas comme dans les séries. Pas de boiserie majestueuse, pas de caméra. Quelques rangées de chaises, une table avec des micros qui grésillaient, et une juge qui avait l'air d'avoir vu trop de gens mentir et trop peu dire vrai. J'étais au premier rang, à côté de Maître Meyer. Mes mains étaient calmes. Mon manteau était propre. Mes chaussures étaient celles que Rosie m'avait offertes à Noël il y a 3 ans. Je les avais gardées dans une boîte marquée « Jour meilleur ». Ça comptait. Thomas était en face, les lèvres serrées comme s'il voulait parler mais ne trouvait pas le ton. Bien. Qu'il cherche. Marion n'était pas là. Sans doute qu'on lui avait conseillé de ne pas venir. Sans doute intelligent. Maître Meyer s'est penché vers moi. Vous restez silencieuse tant qu'on ne vous interroge pas. Vous n'avez rien à justifier. C'est mon travail. J'ai acquiescé. L'audience a été courte. 36 minutes. Maître Meyer a présenté les documents, la chronologie, les certificats médicaux, les mouvements bancaires, les ventes sans consentement, la mise en vente de la maison, la voiture, les courriers, signés, sans moi. Puis la juge m'a regardé. Madame le maire, estimez-vous avoir été placée en établissement contre votre volonté? Oui, ai-je dit. On ne m'a pas demandé. On m'a informé. Et concernant le mandat et la procuration, avez-vous pleinement compris ce qui a été mis en place? J'ai respiré. Non, ai-je dit. Parce qu'on ne m'a jamais expliqué. Et parce que beaucoup de choses ont été faites sans mon accord. Thomas a bougé, a ouvert la bouche. Son avocat lui a posé la main sur le bras. La juge a continué. Pensez-vous être capable, mentalement et physiquement, de gérer vos affaires? Oui. Avez-vous des éléments qui vont dans ce sens? Maître Meyer a tendu un dossier. À l'intérieur, un bilan neuropsychologique complet, réalisé par une spécialiste, concluant à l'absence de démence, absence d'altération significative, capacité conservée. De la fatigue, du deuil, oui. Pas une incapacité. La juge a feuilleté lentement. Puis elle a regardé Thomas. Votre client affirme avoir agi de bonne foi. Mais la bonne foi suppose la transparence, qui fait ici défaut. Thomas n'a rien dit. Elle s'est tournée vers moi. Madame le maire, demandez-vous la révocation totale du mandat et de la procuration en faveur de votre fils? Oui. Souhaitez-vous désigner quelqu'un d'autre? Un autre membre de la famille? Un tiers? J'ai levé les yeux. Je souhaite me représenter moi-même, ai-je dit. Je souhaite garder ma main. Silence. Puis elle a hoché la tête. Demande accordée. Un tampon. Une ordonnance. Un papier qui glisse. C'était fait. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré. Je suis juste resté assise pendant que le poids changeait de place. Dehors, sur les marches, Thomas m'a suivi. Man, attends. Je me suis arrêté. Il avait l'air plus mince à la lumière du jour. Moins sûr. Moins, j'ai raison. Je voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait. Je pensais faire ce qu'il fallait. Non, ai-je dit. Tu pensais être le seul à savoir. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Puis il a lâché, soudain. Je veux pas ton argent. Je l'ai jamais voulu. J'ai souri. Tant mieux, ai-je répondu. Parce que maintenant, tu ne le toucheras jamais. Il a cligné des yeux. Je me suis approché d'un pas. Tu m'as traité comme une phase à gérer. Un truc à ranger. Mais je t'ai élevé. J'ai payé ton appareil dentaire. J'étais là à tes spectacles d'école quand ton père ne pouvait pas. Je t'ai appris à faire tes lacets. Et à écrire ton nom. J'ai marqué une pause. Et maintenant je t'apprends à perdre. Puis je suis parti. Je n'ai pas regardé derrière. Pas une seule fois. Je suis sorti des Rosiers un mardi matin. Personne n'a vraiment remarqué. Maître Meyer avait tout arrangé. Une sortie, temporaire, pour réévaluation d'autonomie. Des papiers signés. Un tampon. Un sourire. La routine. J'ai fait 2 sacs, un avec des vêtements, un avec des papiers.
Le personnel m'a fait un câlin générique. Sandrine a dit, « Oubliez pas de venir nous voir. » J'ai répondu, « Je n'oublierai pas. » Ce n'était pas un mensonge. Je ne me souviendrai juste pas d'eux comme il l'imaginait. La voiture m'attendait dehors. Noire. Silencieuse. Aucun logo. Je n'ai pas dit au revoir à Huguette. J'avais déjà glissé quelque chose sous son oreiller, une note sans signature avec le numéro de l'avocat et une phrase de Liliane. Au jour où personne ne demande où tu vas. Le trajet a été long. Je n'ai pas parlé. Le chauffeur n'a pas posé de questions. Je regardais les paysages changer, des zones commerciales, puis des routes plus petites, des collines, et enfin cette lumière qui devient plus humide, plus salée, quand on approche de l'eau. On a pris une ruelle étroite sans panneaux. Au bout, une petite maison blanche aux volets bleus. La mienne. Je suis entré. J'ai retiré mes chaussures. Le sol était frais. Propre. Ça sentait le bois neuf et le sel. Sur le plan de travail, il y avait une théière qui m'attendait déjà. Maître Meyer avait pensé à tout. Dans le salon, une chaise, une lampe, une fenêtre. Elle donnait sur l'eau. Pas de télé. Juste le silence. Celui qu'on choisit. Le soir, j'ai fait du thé. J'ai ouvert un nouveau carnet. J'ai écrit la première phrase. Je n'ai jamais été petite. On m'a juste appris à me sentir comme ça. Je n'ai rien écrit d'autre. Je n'en avais pas besoin. Cette nuit-là, j'ai dormi sans verrou sur la porte. Sans quelqu'un qui vérifie si j'ai pris mes médicaments. Sans le nom de Thomas sur mes comptes. Sans la voix de Marion dans mes oreilles. J'ai dormi. Et le matin, je me suis réveillé quand je l'ai voulu. J'ai fait des tartines avec trop de beurre, volontairement. Je me suis assise au soleil. J'ai ouvert la fenêtre. Et j'ai écouté le son de ma propre respiration. Si cette histoire te fait quelque chose, partage-la. Laisse un commentaire. Envoie-la à quelqu'un qui croit encore qu'il n'a pas de voix. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je viens enfin de dire. Tu n'es pas un poids. Tu n'es pas fini. Et personne n'a le droit de t'enfermer en appelant ça de l'amour.